Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct pour la grande édition, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont déjà épuisés par ce début d'année. Après deux séances, on constate déjà un phénomène de consolidation un peu marqué d'ailleurs sur la séance du jour pour les actions en général, pour les marchés obligataires également, une correction généralisée à la fois sur les obligations et sur les actions, avec une baisse entre 1,5% pour les actions européennes au terme de cette deuxième séance de l'année. On notera que le CAC 40 signe l'une des moins bonnes performances du jour avec une baisse de plus d'1,5%, un CAC 40 qui est passé sous les 7400 points au cours de cette séance, effaçant ainsi une partie de ce rallye de fin d'année, une partie du rallye notamment du mois de décembre. Rappelons effectivement que les marchés ont terminé l'année en escomptant un scénario pricé pour la perfection après 2 mois de rallye généralisé intense entre le mois de novembre et le mois de décembre. Un peu de consolidation peut-être, une respiration nécessaire en ce début d'année ou est-ce que déjà les interrogations, les questions pour 2024 sont en train de changer la donne et peut-être la psychologie des investisseurs? C'est la question qu'on posera à nos invités dans un instant avec un programme macroéconomique déjà chargé pour cette première semaine de l'année. On est dans la semaine qui sera marquée par différentes statistiques autour de l'emploi américain. Nous avons eu les chiffres d'ouverture de postes pour le mois de novembre publiés cet après-midi. En attendant, d'autres enquêtes et notamment le rapport mensuel sur l'emploi américain en fin de semaine pour le mois de décembre. Vous aurez le détail de ces données dans un instant avec Côme Dubois. Et puis nous aurons également ce soir le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les fameuses minutes du FOMC, des minutes qui comptent évidemment parce qu'elles permettront de prendre peut-être un peu mieux conscience de l'état des discussions qui ont animé cette dernière réunion de la Fed, réunion à l'issue de laquelle Jérôme Powell avait ancré une nouvelle fonction de réaction dans l'esprit des investisseurs concernant la réserve fédérale américaine, ce qu'on a appelé le pivot de la Fed, le pivot dovish, avec la perspective de certaines baisses de taux prévues normalement pour 2024. Voilà donc pour le programme, discussion à suivre avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, c'est un thème industriel qui nous animera ce soir. Nous évoquerons alors la question vaste de l'ESG à travers le prisme des modèles de scoring ESG, de l'importance d'avoir un modèle propriétaire quand on est un grand gestionnaire d'actifs aujourd'hui et comment mettre ces modèles à l'échelle quand on doit scanner, analyser, comprendre plusieurs milliers de sociétés ou de fonds d'investissement que l'on peut superviser. C'est le sujet qui nous animera donc et c'est le responsable Data Digital Innovation de LBPAM qui sera avec nous en plateau, Patrick Pensier. Ce sera notre invité à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos du jour sur les marchés avec Côme Dubois. La Bourse de Paris recule de nouveau pour la deuxième séance de 2024 et marque même son plus important repli depuis 6 mois. Après le fort rallye de fin d'année, les marchés consolident. Du côté des États-Unis, l'indice ISM manufacturier est ressorti supérieur aux attentes en décembre à 47,4 contre 46,7 en novembre. Côté valeur, la majorité des valeurs du CAC 40 évoluent dans le rouge. Alstom, déjà lanterne du CAC en 2023, chute encore lourdement ce début d'année. Son titre abandonne plus de 10% au cours de la séance, suite à un abaissement d'objectif de cours de Barclays de 8,50 € à 8 €. Du nouveau dans le dossier Atos, aujourd'hui, le groupe a annoncé être entré en négociation avec Airbus dans le but de lui céder ses activités de big data et cybersécurité. Un rapprochement qui ne semble pas séduire les marchés. Leurs titres reculent respectivement autour de 6 et 3% au cours de la séance. Parmi les rares valeurs dans le vert aujourd'hui, on compte essentiellement des valeurs défensives. Danone dans l'alimentaire qui progresse de plus de 1,5% au cours de la séance. Le groupe a annoncé la vente de 2 de ses marques de produits laitiers bio aux États-Unis.
De son côté, Sanofi s'adjuge autour de 0,6% au cours de la séance. Le groupe pharmaceutique profite d'un relèvement d'opinion de Wolf Research, de performance en ligne à surperformance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des premières estimations d'inflation de décembre pour la France et l'Allemagne. Ils prendront également connaissance de l'indice PMI Caixin pour le mois de décembre, ainsi que des résultats des enquêtes ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé, toujours pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos du jour sur les marchés avec Comme du Bois. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Gouletker nous accompagne, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2024. À nos côtés également Julien Nebenzal. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes administrateur d'Advise et Vincent Juvins qui complète ce trio, ce tour de table, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vincent, vous m'avez apporté ce petit guide des marchés 2024, c'est ça, hein, réalisé au 31 décembre 2023, Tout à fait. Pendant vos vacances Petite de Noël. attention pour les téléspectateurs de Bismart. Ouais. Sachez en Mais- tout cas que cette recherche est disponible gratuitement pour tous les auditeurs. Donc voilà, profitez-en. En tout cas, ça permettra en tout cas de vous guider tout au long de l'année 2024. Je le dis très sérieusement, c'est un travail colossal quand même qui est réalisé. Non mais ça permet de montrer aussi un peu l'envers du décor. Alors JP Morgan n'est pas une petite banque, hein, donc Non. je veux dire, il y a des moyens effectivement qui sont mis à disposition, mais ça on le trouve gratuitement déjà. Alors gratuitement sur notre site, mise D'accord. à jour tous les D'accord. jours et en français. J'ai D'accord. envie de dire, utilisez-le. Il ne faut pas Non, acheter mais- le produit JP Morgan derrière. C'est quand même une mine d'informations. Il y a sait pas le d'offre prix de bundle l'information. pour, Voilà, raison acheter pour des- laquelle, et merci de le Non, mentionner, non, mais bien Grégoire, sûr. je pense que c'est Mais- utile pour décoder ouais. l'actualité économique et Très financière. très très intéressant. Bon, c'est très macro, hein, c'est ça, macro et marché. Macro-marché, donc un recueil d'informations, autant obligataire, alternatif, equity, tout s'y trouve, sauf le CAC, on en discutait. Et vous avant ne... d'entrer en Non, parce que je demandais s'il y avait la clôture du CAC fin 2024 qui était dans les slides, mais non, on ne trouve pas la clôture des marchés fin 2024. Ça, bien sûr. malheureusement. Ce serait trop facile. C'est le sujet en fait de ces débuts d'année. Ça fait, je crois, peut-être 15 ans que je commente les premières séances de l'année. Maintenant, je me tourne vers vous, Julien, parce que il y a la psychologie de fin d'année, il y a la psychologie de début d'année. Je crois que depuis 15 ans, c'est toujours un peu la même question qui revient au terme de la première ou des premières séances de l'année. Quelle signification est-ce qu'on peut donner au premier mouvement de marché qu'on observe au démarrage d'une nouvelle année, notamment par rapport à ce qu'on observait à la fin de l'année précédente? Oui. Alors, à l'école, on m'a demandé de lire le Hamon Jacquia, ce que j'ai fait. Et donc, en analyse financière classique, j'ai appris qu'il y avait un effet janvier. Et ça, c'est une réalité montrée, en fait, statistiquement. Puis, dans ma carrière, j'ai fait d'abord de l'analyse technique, ensuite de la finance comportementale. Et c'est en travaillant avec un stratégiste tout à fait orthodoxe, qui faisait des prévisions basées sur de l'économie, enfin vraiment sur des choses très sophistiquées, et qui m'a dit, je regarde toujours les 3 premiers jours de l'année. Ah, Voilà, un moment comme ça, semi-astrologique. Donc je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, tiens, j'ai pas vu passer ce sujet. Donc le premier jour de l'année peut donner le ton à l'année. Les 3 premiers jours de l'année donnent statistiquement encore plus le ton à l'année. Et les 5 premiers jours viennent compléter tout ça. Mais quand on regarde sur des séries longues, non pas 10-15 ans, ce que faisait mon ami stratégiste, mais sur des séries longues, on est un petit peu au-dessus d'une chance sur 2 d'avoir raison. Donc, d'accord, oui, donc ça reste un peu la pièce en l'air. voilà, l'extrapolation des premières séances sur l'ensemble de l'année, non, je ne pourrais pas souscrire à cette hypothèse, cette théorie plutôt. Après, Mais vous dites là, on arrive à avoir le plus de fiabilité sur la statistique, c'est les 3 premières séances de l'année peut-être? sur les 3 chiffres premiers, 1 jour, 3 jours, 5 jours, c'est sur D'accord. 3 jours D'accord. que c'est le plus intéressant. D'accord. Voilà. Et là, ils seront négatifs. Donc, Bah, tant mieux, on Là, a encore une chance alors. on a une petite probabilité que l'année soit négative en soi. Mais ce qu'on est en train de voir là est assez probablement la conséquence de ce qui s'est passé en novembre-décembre. Je crois que C'est-à-dire cette espèce cette forme de hausse qui peut prendre l'apparence en fait de ce qu'on appelle des rachats de vente à découvert ou des positions extrêmement sous-exposées en action que pour ma part je n'avais pas diagnostiqué en regardant toutes les données de comportement,
mais qui, à mon avis, ont une origine qui n'est pas action, mais obligation. Je crois que là où le pessimisme a été beaucoup trop fort, c'est sur le marché obligataire, et que la conséquence est arrivée comme un déversement sur les marchés d'actions, et que donc un mouvement de cette ampleur, c'est significatif, sans consolidation à l'intérieur, n'est pas en soi un mouvement construit. Alors ça, là, je reviens sur des éléments d'analyse technique. Et donc, on peut s'attendre dès la formation d'un sommet. La formation d'un sommet, c'est relativement simple. C'est non-franchissement de plus haut, baisse des volumes, etc., etc. Donc, c'est classique. Il se trouve que la période de fin d'année, Noël, enfin, trêve des confiseurs, n'aide pas dans la lecture des volumes. Mais tout ce qu'on voit là était quand même, je ne vais pas dire très probable, mais s'explique très bien. Voilà. Donc, on est, en ce moment, là, ce qu'on est en train de voir, puisqu'on parle des toutes premières séances de l'année, on est dans quelque chose qui s'apparente très simplement à une consolidation du mouvement antérieur qui était particulièrement brusque et non construit. Et alors, quand vous dites que le mouvement antérieur était non construit, ça veut dire que c'est difficile d'y voir le démarrage de quelque chose de nouveau sur le plan boursier, sur le plan des marchés, qui pourrait nous animer tout au long de 2024, Julien ? Alors, à l'intérieur d'un marché action haussier, pour moi, à peu près de l'automne 2022 jusqu'à très probablement fin 2025, ça c'est ma lecture, que rien ne change pour le moment là-dessus, je la garde. À l'intérieur de ça, ce qu'on vient de voir là me montre que ça va être une année compliquée. Hein. Ça va être une année... en tout cas, au moins les mois qui sont devant nous, ça va être assez difficile à lire. En quel sens ? Compliqué ? On peut caractériser, définir ? Il y a quelque chose qui n'est donc pas du domaine d'une construction normale, notamment un manque, à mon sens, d'excès de pessimisme en octobre. Donc ne pas aller chercher des points forts de rupture. Le VIX restait très bas, hein, c'est ça, même à ces moments-là. Hein. Oui, ce qui fait que ce qui se passe derrière, c'est quelque chose qui n'a pas de corps. On le voit bien dans la forme de la hausse, et on le voit bien aussi dans le discours, puisque la seule chose qui a été dite sur toutes les chaînes américaines, européennes, ici même, c'est... Finalement, il y a un changement de politique monétaire à venir. C'est tout ce qu'on a dit. Mais est-ce qu'un changement de politique monétaire à venir emporte ça en soi ? Voilà. Si on le complémente d'autres choses, je ne sais pas, baisse de l'inflation, mais quand sait-on réellement ? Amélioration de la croissance. Qui, aujourd'hui, est assez convaincu qu'il y aura une amélioration de la croissance ? Donc, il y a un ensemble de choses qui n'existent pas tout autour de cette espèce de mythologie, ce nouveau récit il y a un changement, une politique monétaire. Donc, on voit bien que c'est creux. Et je vous le dis du point de vue de l'analyse technique, graphique, que ce mouvement n'a pas de construction. Donc, ce qui est devant nous, ça va être très probablement, là je parle des semaines... On va déconstruire ce mouvement ? Non, on va faire ça à plusieurs reprises. D'accord. Je pense que le marché va rester haussier, je ne change pas d'avis, mais ça ne va pas être quelque chose... Et l'amplitude de ces mouvements d'oscillation, de drawdown, vont être un peu plus importants peut-être que ce que... Pas forcément. Pas nécessairement. Mais la lecture ne va pas être simple. Non. Donc si on raisonne sur l'ensemble de l'année, tout va très bien se passer, je pense. Pour revenir à la question des au 31 décembre 2024, on se dira finalement tout s'est bien passé. Voilà. Comme cette année. Cette année, oui, c'était même plus que ça. Même. Je pense 2024 et peut-être quand même encore 2025. Mais entre-temps, on se sera fait peur, quoi. Si je résume ça va être difficile à lire. Ça va être difficile à lire, à mon avis. Bon, du coup, je me tourne vers vous, Hervé. Question très ouverte, hein, mais qu'est-ce qui va caractériser pour vous cette année 2024 sur le plan des marchés, mais aussi sur le plan de la macroéconomie. Hein. Encore une fois, on est resté fin 2023 avec l'idée du soft landing parfait, Goldilocks, etc. Alors, je vais reprendre un mot de Julien, mythologie. Mythologie, ça fait penser à Roland Barthes, évidemment. Et donc, Roland Barthes, alors, il doit dire, il y a une phrase où il dit, le totalitarisme, c'est pas empêcher de dire, c'est forcé à dire. Et finalement, on voit bien que le marché en est un peu là. Il faut dire qu'on aura de la détente monétaire, il faut dire qu'on aura de la désinflation, et que tout ça va nous construire notre environnement de marché pour les prochains mois, les prochains trimestres. Et la charge de la preuve est sur celui qui n'y croit pas. Donc voilà, c'est assez barthien. Et pourquoi on l'aurait pas ? Et pourquoi on n'aurait pas ça ? Exactement, on n'aurait pas ça. Alors après avoir fait une référence à Julien, je me tourne vers Vincent, ou plutôt vers sa maison, JP Morgan. En fait, il y avait un graphique drôlement intéressant, je pointe du doigt à Vincent, un graphique drôlement intéressant de la recherche économique, je crois, de Morgan. C'est quand ils ont sorti leur scénario, je pense, 2024. En fait, ils disaient, et je pense qu'ils ont raison là-dessus, il y a un scénario central et puis il y a des scénarios alternatifs. Et ça va bien à un moment où, en fait, le degré d'incertitude est extrêmement élevé. Et en fait, ils disaient, le scénario de l'atterrissage en douceur,
on le pondère à 60%, ce qui veut dire qu'il y a 40% ailleurs. Et le 40%, c'était un méli-mélo assez intéressant, soit de récession, soit d'inflation qui ralentit plus lentement qu'on imagine, et donc de taux d'intérêt qui reste plus élevé, soit d'une inflation qui est scotchée à un niveau qui n'est pas celui de la cible des banques centrales. Et je pense qu'il faut garder cela à l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas très bien dans quel monde on est. Par exemple, il y a eu un article de Stiglitz, vous savez, bien sûr. Professeur à l'université de New York, à Columbia, qui a fait un article là pendant la période des fêtes. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'article, mais il dit scrogneux, il y a de l'inflation qui est forte, il y a un Moyen-Orient avec une température extrêmement élevée. Lui qui a un certain âge, il dit ça me rappelle les années 70, quoi. Et donc, alors on n'aura pas. Évidemment qu'on n'en sait rien, mais je pense que l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas acheter cette ancienne, voilà, on est à 2 doigts d'avoir ralentissement de l'inflation, baisse des taux des banques centrales, je pense que c'est sage, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Alors après, on peut éplucher les chiffres comme on veut. Moi, je vais dire que je les épluche bien, les autres le font mal, et que donc il faut mieux penser comme ça. Mais en fait, je pense que l'honnêteté intellectuelle fait dire on ne sait pas très bien. Donc aujourd'hui, ça commence pas très bien. Julien nous l'a rappelé. Moi, j'ai envie de dire que j'y vois un peu un épuisement de l'histoire qu'on a sans doute poussé trop loin en fin d'année dernière. Parce que sortir d'une banque centrale américaine qui dit il y aura peut-être 3 baisses de taux directeurs dans le courant de l'année prochaine, et en extraire, il y en aura 6, et ça va commencer en gros maintenant. On voit bien qu'il y a une exagération. Donc les anticipations inflationnistes exprimées par le marché corrigent un peu, les taux longs remontent un peu, enfin ils ont pris 4% sur 10 ans là. Oui. C'est quand même, ça fait un peu mal qu'on était exposé sur ces engins-là. Et donc je pense que voilà, c'est ça l'expression. Il faut sans doute revenir à quelque chose de plus réaliste, c'est-à-dire faire attention et se préparer à on ne sait pas quoi. Juste pour finir, il y a quelque chose qui me plaît bien aujourd'hui, c'est la relation entre taux long et marché-action. En fait, on est dans un environnement où on croit qu'il n'y a plus d'inflation. Dans ce cas-là, les taux longs montent, les actions montent, les taux longs baissent, les actions baissent. Or, aujourd'hui, on reste dans un environnement, ah tiens, les taux longs remontent, c'est pas bon pour les actions. Donc, on voit bien que la crainte de l'inflation, elle n'a pas encore disparu. C'est ça. Les minutes ce soir seront importantes et intéressantes. Je rappelle l'exercice des minutes. Elles sont rédigées après le meeting. Alors, conformément à ce qui s'est dit au meeting, bien sûr. Mais voilà, tout ça est écrit et validé par le board post-meeting. Donc il y a aussi l'idée qu'on essaye de faire passer peut-être des messages dont on estime qu'ils ont été mal perçus par le marché entre-temps. C'est possible. Ce qui est possible. Vincent, si je prends l'image du coureur de haies, quelles sont les premières haies de l'année là, pour les marchés, pour les investisseurs ? Si vous permettez, finalement, on a déjà abordé ces premières séances sous un prisme technique avec Julien, sous un prisme un peu plus philosophique avec Hervé. Moi, je vais l'aborder d'un point de vue diététique, c'est le Dry January. C'est vrai qu'on a eu finalement un mois de décembre, ou en tout cas la détox de le début mois de d'année, janvier c'est ça, à l'eau et plus au bulle comme au mois de décembre. On a besoin de passer par une phase de détox. Et sans doute, comme l'évoquait Hervé et Julien d'ailleurs aussi, les taux évidemment jouent un rôle clé en la matière. Et par rapport à votre commentaire, en effet, sur la Fed, je pense qu'il y a eu, en effet, suite à la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, du rétropédalage. En tout cas, on a vu, en tout cas, certains, ils ont fait naître quand même de fortes attentes, ce pivot de la Fed par rapport à 2024. Or, force est de constater que si on a de telles baisses de taux, finalement, c'est qu'on a une situation économique qui sera vraisemblablement plus dégradée que ce que les marchés anticipent. Donc c'est vrai que sur les marchés de taux, où les marchés de taux ont raison et on se dirige vers une récession, ce que les chiffres économiques, encore une fois, ne montrent pas, on est bien d'accord, je dirais, les marchés de taux se trompent, et j'ai plutôt envie de croire cela. On est plutôt dans ce scénario soft landing aux États-Unis, et on va voir ce mouvement, en tout cas, de taux qui remonte comme on le voit depuis le début de l'année. Dieu sait que j'ai été positif sur la duration en 2023, peut-être trop tôt, on en a bien profité fin de l'année. Objectivement, au niveau actuel des taux, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée vers, si je prends les taux américains, moi je mettrais 4,5, je serais vraiment pas surpris. Et
Aujourd'hui, je ne Tomber suis à plus 3,80 sur le 10 ans américain, comme on l'a vu, c'est pas des zones d'achat, vous dites c'est là. pas des zones d'achat, D'accord. certainement quand on connaît le calendrier d'émission du Trésor américain, que objectivement aujourd'hui il n'y a plus que l'industrie de la gestion d'actifs qui achète des bons du Trésor, les étrangers ne le font plus, la Fed ne le font plus. Il y a vraiment, tout le monde se presse aujourd'hui pour émettre. D'ailleurs, sur les marchés d'actions, même chose, les IPO, tout le monde essaie de revenir, les gens émettent du crédit. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'actifs financiers absorbés par le marché. Tout ça vient, il y a une fenêtre d'opportunité maintenant parce que l'appétence pour le risque était importante, mais ça fait quand même peser des risques sur 2024. Alors moi je crois en effet dans ce soft landing, ce qu'évoquait Hervé. Américain. En Europe, je serais évidemment beaucoup plus prudent. Je crois en effet, comme le soulignait Hervé, qu'il y a quand même encore des scénarios alternatifs qui sont pour la plupart négatifs. On a du mal à entrevoir un scénario alternatif très positif de réaccélération de la croissance. Donc ça, c'est vraiment statistiquement irrelevant dans les perspectives. Donc préparons-nous quand même à une remontée des taux, alors qui ne sera pas dramatique pour les investisseurs à long terme. Je pense qu'encore les épargnants qui nous écoutent font une bonne action en complétant leur livret A jusqu'où ils peuvent le faire. Mais à côté de ça, ça vaut toujours la peine d'acheter des obligations, même au niveau actuellement, même s'ils perdent un petit peu d'argent sur les mois qui viennent. D'ici 2-3 ans, ça restera quand même historiquement un bon point d'entrée. Donc le message reste valide. Par ailleurs, ça jouera évidemment l'effet amortisseur. S'il y a des craintes qui ressurgissent, et Dieu sait, on en parlera plus tard dans cette émission, le Moyen-Orient aujourd'hui, finalement le discours de Nouvel An de Xi Jinping n'était pas hyper rassurant non plus. Donc c'est vrai, on sait que le calendrier politique européen, américain, indien, mondial. Est chargé cette année. Donc c'est vrai que les opportunités de voir la volatilité remonter seront nombreuses. Donc je pense que l'obligataire a toujours cette vertu, certainement au taux actuel, de jouer l'amortisseur. Donc préparons-nous, et je pense que c'est un peu globalement le consensus ici sur ce plateau, à une volatilité qui remonte, à une année qui soit moins facile. Néanmoins, on peut l'espérer positive. Alors même si j'évoque un dry January et si le mois de janvier est important pour les performances des prochains mois, je pense quand même qu'il y a pas mal de choses à faire sur les marchés cette année, actions comme obligataires, et on va détailler ça dans quelques instants. Il y a des poches de valeur. Certainement, même où les marchés sont chers, objectivement. Les États-Unis ont caracolé en tête l'an passé, à la fois économiquement, mais sur les marchés financiers. Je pense qu'il y a encore des raisons de rester exposé, notamment sur le marché américain et notamment sur la tech américaine. Je veux bien qu'on dise un mot du cycle politique. Julien, les cycles, c'est votre domaine et on en parle régulièrement. Et c'est vrai que j'ai pris conscience il y a quelques mois, quand on a commencé à regarder un peu les agendas 2024, enfin, j'ai pris conscience en même temps que tout le monde, mais de l'agenda politique des élections 2024. C'est historique. Depuis l'histoire, les débuts de l'histoire de la démocratie, notamment, il n'y a jamais eu en 12 mois autant de gens dans le monde qui seront appelés à voter, qui auront la possibilité et le choix de pouvoir aller voter. C'est plus de 2 milliards d'individus, c'est 60% du PIB mondial, c'est 8 des 10 plus gros pays du monde qui sont appelés à des élections. Bref, c'est massif. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est le genre d'année, est-ce que c'est le genre de paramètres, de dimensions qui peuvent avoir, qui aura un impact sur la course des marchés telle qu'on la suit, nous, dans cette émission? Alors, l'élection, dans l'ordre d'importance, l'élection américaine, je ne suis pas convaincu, on ne connaît pas exactement le programme du candidat républicain, qu'on ne connaît pas exactement non plus. Mais il y a peu de chances que ça ait un impact majeur sur la valeur des actifs en soi. Que ça ait un impact géopolitique, oui, mais sur la valeur des actifs, je ne pense pas. Sauf à ce qui est du côté démocrate, parce qu'on ne l'aura pas du côté républicain, une accentuation du recours à la dépense publique dans le cadre de transition, etc. Ce qui peut avoir un impact localement sur une typologie d'actifs. L'Inde, c'est très important aussi, mais là encore, économiquement, je ne suis pas sûr que ce soit significatif. Et la troisième masse qui arrive économique, c'est l'Europe, mais c'est le Parlement. Et c'est juste la question de réglage et de vitesse de développement de l'Europe pour elle-même, selon sa composition politique. Donc là encore, je pense peu de conséquences. Il y a une vraie chance que ce soit des non-événements, en tout cas pas des game changers pour les marchés. Alors, quel que soit le résultat, quel que soit l'impact, je vais dire 2024, éventuellement un peu 2025, me semble pas
pas fort. En tout cas, j'anticipe Ouais. aujourd'hui grand-chose. En revanche, la partie dans laquelle nous sommes, depuis 2016 et pour encore quelques années, c'est la partie de la hausse de l'inflation qui se produit, comme on le sait depuis le début du 19e, parce qu'on a des données assez fiables, mais on peut remonter en utilisant des données anglaises encore un peu avant, tous les 55 à 57 ans. Donc toujours à peu près avec les mêmes thématiques, un petit peu de conflit, une ou plusieurs zones économiques ou politiques qui s'est endettée. Donc on est en plein dedans. Et l'inflation qui a surgi là, elle appartient à cette répétition D'accord, je historique qui, en plus, a deux temps. Un premier qu'on a certainement vécu, parce qu'une inflation quasiment à 2 chiffres, on peut dire qu'on a vécu un premier événement, mais qui a un deuxième pic qui, en général, est plus fort et qui est devant nous. Et qui entend peut-être quelque part, c'est très difficile d'évaluer, mais mettons 2027 pour donner une date. Enfin, ça peut être plus ou moins 2 ans. Enfin, Oui, j'ai mais pas quelques d'avis. années, enfin, horizon de temps visible, quoi. Enfin, je veux dire, on ne parle pas de dans 50 ans. Ces choses-là, quand elles se produisent, ont pour origine un désordre politique interne et participent à un désordre politique interne. D'accord. Après, il y a eu une grande discussion d'économistes et un peu de philosophes là-dessus. Au niveau de la géopolitique, est-ce que ça participe au désordre géopolitique? La réponse est oui. La grande chose, c'est de savoir est-ce que c'est en amont ou en aval, est-ce que c'est la cause ou la conséquence. Et c'est probablement les deux. Maintenant, ça, c'est un des grands blocs de répétition. L'autre bloc qui est encore plus important, mais nous n'avons que 5 séries de données, c'est un bloc de 110 ans, c'est toujours la règle du jeu, déconstruction du leader mondial, monde fragmenté, multipolaire géopolitiquement, qui aboutit à un conflit, qui aboutit à la définition d'un nouveau leader. Et le conflit, il commence à peu près en 2001, on va dire d'une certaine manière. Enfin, la fin de l'hégémonie du leader, c'est la séquence des tours aux États-Unis. Et 2016, c'est le début de la déconstruction complète, avec justement Trump, qui est un des grands acteurs de la déconstruction. Le Brexit, c'est un témoignage de ça. Et ça dure 10-15 ans. D'accord. Et cette déconstruction au niveau géopolitique participe des problématiques externes de chaque nation. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, le fait que, par exemple, le populisme ait ressurgisse, peut-être à un moment, soit moins présent, mais reviendra après, c'était tout à fait normal. Donc, s'il n'y a pas de conséquences de ces élections évidentes pour moi sur la valeur des actifs en 2024, ça participe d'un mouvement qui, de toute façon, va poser des problèmes. Et qui n'est pas terminé, qui est amené à se prolonger, loin d'être terminé. Qui ne se résoudra, malheureusement, en tout cas, à l'aune de l'histoire. Et évidemment, les historiens qui travaillent là-dessus disent bien, on ne peut pas dire que toutes les résolutions se ressemblent, et surtout pas celles d'aujourd'hui, avec notamment les bombes nucléaires, etc. Enfin, l'arme nucléaire. Mais ça ne se résout que quand même par une forme de drame. Soit économique, soit politique, soit militaire. Enfin, voilà. Donc, on doit voir pointer très régulièrement des problèmes. Je ne serais pas surpris que ça continue. Oui, je comprends. Bon. Moi, je suis fasciné par ce calendrier électoral. On en a déjà parlé aussi avec vous, Hervé. Il y a des raisons... Julien, avec la théorie des cycles, l'analyse, l'étude des cycles, nous dit que non, on n'est pas du tout sorti. Moi, je me demande quand est-ce qu'on aura atteint le pic populisme, d'une certaine manière. Il y avait le pic inflation, voilà. Est-ce qu'il y a un pic populisme devant nous en 2024, au moins temporaire, ou est-ce que non, c'est quelque chose avec laquelle les marchés s'habituent à vivre, et pour longtemps peut-être? Alors, si on prend comme entrée dans la réflexion le thème du populisme, en fait, on voit bien que les réponses sont différentes par continent. Aux États-Unis, monde fermé, peu ouvert. Le populisme, à mon avis, a les moyens de se développer, surtout avec une organisation qui est en fait sur 2 grands partis, les républicains, les démocrates, et qui a beaucoup de mal à évoluer, à se remettre en cause. Et donc, il y a tout pour que le populisme prospère aux États-Unis sur fond d'une économie qui certes est plus dynamique que la nôtre, mais tout de même l'est moins que par le passé, donc qui mêle des insatisfactions, parce que le rêve américain, finalement, ne sert pas tout le monde, et ça, on l'a vu depuis plusieurs décennies, et finalement d'un pays qui n'intègre pas les changements du monde dans son comportement, dans sa vision. En Europe, il y a un certain rationnel qu'on a vu peut-être en Pologne, qui est de dire, finalement, l'Europe aujourd'hui n'est pas organisée pour faire face aux
aux tempêtes qui attendent peut-être le monde. Julien nous en parle. Et donc, dans ce cas-là, il faut se repenser, il faut s'intégrer plus. Et c'est peut-être l'exemple de Tusk en Pologne, c'est peut-être l'exemple italien aussi. Et donc, on peut se dire que si ce n'est un point haut du populisme qui aurait été atteint, c'est sans doute une démarche du populisme qui évolue, qui s'atténue. Voilà pour ces deux grandes régions. Moi, j'ai envie de dire que si on veut relier la politique et les marchés, il y a deux choses. Oui, il y a d'abord les finances publiques avec ce trop-plein, si on peut dire, d'élections. Il y a une tentation, évidemment, pour les gouvernants en place à jouer un an de plus, la carte des finances publiques très généreuse. Bon, et ça, en termes de taux longs, il y a quand même une vraie question. Moi je reste persuadé que dans la remontée des taux d'intérêt à long terme qu'on a vu l'année dernière, il y avait aussi une prime autour de cette question des endettements publics qui ne ralentissent pas. Alors, ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faudrait être sage et qu'on n'est pas sage. Et donc, qu'il y ait une prime, ma foi, ça se comprend. Donc, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est que finalement, je pense que le marché ne s'intéresse pas à la géopolitique parce qu'il se dit, certes, le monde est en train de se fragmenter, mais finalement, les États-Unis, leurs alliés, et une partie des non-alignés dans lequel on va mettre l'Inde, dans lequel on va mettre la Turquie, par exemple. Bon, tout ça forme un ensemble qui est beaucoup plus lourd, qu'on raisonne en termes de croissance économique, d'investissement, que l'autre groupe centré sur la Chine. Mais en fait, c'est bien la question des non-alignés qui est absolument essentielle. Et quand on voit l'Inde de M. Modi, alors, il aurait tout, je dirais, en termes comportementaux pour se rapprocher de la Chine, sauf que la Chine et l'Inde, ça ne fonctionne pas. Ils ont des relations compliquées, des problèmes de frontières depuis très très longtemps. Mais imaginons que l'Inde, qui aujourd'hui joue habilement de la neutralité entre les deux camps, finalement, pour des raisons ou d'autres, peut-être que Trump est brutal et serait brutal demain avec l'Inde, pousse l'Inde à se rapprocher de la Chine. Il ne faut quand même pas oublier que le premier pays qui fournit des armes à l'Inde, c'est la Russie qui est clairement dans le camp chinois. Donc il y a quand même des éléments qui pousseraient, et dans ce cas-là, notre équilibre géopolitique où nous on se dit, on a un tampon finalement, la géopolitique c'est pas très grave parce que avec ce que les États-Unis ont réussi à faire comme alliance autour d'eux, c'est écrasant au niveau mondial, même s'il y a la Chine en face. Si tout ça est un peu remis en cause, même sur les marchés, on finira peut-être par le voir. Bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire, Vincent, la question politique, géopolitique, avec, au-delà de l'avenir de la relation Chine-Inde, déjà l'affrontement États-Unis-Chine. Il n'y a pas de répit à attendre, j'imagine, de ce point de vue-là. Sur la Chine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? L'année a très mal terminé. Les actions chinoises ont terminé l'année au plus bas et elles sont déjà au plus bas de l'année 2024 après 2 séances. On a l'impression que là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement de psychologie des investisseurs vis-à-vis des actifs chinois. Non, de manière générale, et pour revenir bien sûr. On estime généralement sur les marchés, le contexte politique n'a pas d'influence jusqu'au jour où il en a. Enfin, on a un peu cette période de tension. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur 2024 qui auront peut-être aucun impact sur les marchés et ils s'en accommoderont assez bien. Bon, dans le cas chinois, maintenant, force est de constater qu'on commence à mesurer l'impact économique et financier. La bourse chinoise, vous l'évoquiez à l'instant. Mais économiquement, il y a eu ce passage de flambeau, on l'a vu l'an passé, dans les importations, l'origine des importations américaines, où on a vu le Mexique et le Canada supplanter la Chine. Donc ça, c'est quand même lourd de conséquences. Partout dans le monde, on voit que au niveau des entreprises, s'affranchir du moins en partie de la Chine, se désensibiliser est devenu tout à fait important. Alors c'est vrai pour les entreprises qui investissent en dur. D'ailleurs, on voit que la Chine, le modèle de croissance chinois avait été soutenu par les investissements, notamment étrangers, et que ceux-ci sont clairement en berne aujourd'hui. On l'a vu sur les marchés. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver les investisseurs qui ont envie même d'acheter de buy the dip, comme on dit. On parle de value trap aujourd'hui quand on évoque le marché chinois. 60% de baisse. Voilà, malgré les bonnes prestations
l'exploitation d'un certain nombre de secteurs locaux qui continuent à bien fonctionner, mais il est certain qu'on ne voit pas de catalyste aujourd'hui. Alors la Banque centrale essaye, je dirais, tant que faire se peut, de relancer la machine, avec des baisses de ratios de réserve obligatoires multiples. Je rappelle qu'en Chine, on ne gère pas le coût de l'argent, mais le volume d'argent dans l'économie. Donc elle octroie la capacité au secteur bancaire de prêter davantage. Le problème est que on essaie de faire un choc d'offres de crédit, mais il n'y a pas de demande derrière. Les consommateurs n'ont pas confiance, les entreprises n'ont pas confiance, donc ce crédit n'est pas aujourd'hui utilisé. Donc cette politique monétaire ne fonctionne pas. Et alors, d'un point de vue politique gouvernementale, on a évidemment le discours de Nouvel An de Xi Jinping. Alors je ne suis pas du tout un expert en géopolitique, mais c'est vrai qu'il est peu présent sur des terrains économiques. On le voit notamment, en tout cas, dixit les experts, notamment dans son langage, affirmer en tout cas cette importance de Taïwan dans le giron chinois plus que jamais. Bon, dans le même discours, évidemment, il y a quand même cette évocation de la nécessité de coopérer avec les États-Unis, mais néanmoins, on sent que Taïwan reste un objectif qui est de plus en plus présent, évidemment, au niveau de la Chine, ce qui, pour nous, occidentaux, signale qu'il y a quand même un risque à monitorer. Donc là aussi, ce n'est pas un catalyste pour faire revenir les investisseurs immédiatement sur le pays. Donc le malaise économique chinois, pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoute évidemment un problème immobilier qu'il faut dissoudre dans le temps, et un discours qui n'est pas du tout à rassurer les Occidentaux, fait qu'aujourd'hui, nous, c'est certainement un marché qu'on évite encore pour 2024. D'accord, c'est ça. En tout cas, en ce début d'année, tant qu'il n'y a pas de changement de ton. On l'a vu d'ailleurs notamment sur les entreprises technologiques actives dans le secteur des jeux vidéo et ainsi de suite. Il y a des tours de vis qui continuent. Évidemment, il n'y a pas de tentative de calmer les marchés par rapport à cela. Il y avait la grande répression 2021 contre les big tech chinoises. Et c'est vrai que là, ils ont visiblement voulu en remettre un coup en fin d'année sur les jeux vidéo. Alors là, le petit rebondissement de ce matin, c'est que visiblement le patron du régulateur chinois des jeux vidéo qui a délivré ce nouveau projet de réglementation de l'industrie des jeux vient de se faire remercier. Okay. Et donc les observateurs du pouvoir à Pékin semblent dire que c'est peut-être aller un peu trop loin, parce qu'il y a eu quand même 80 milliards de market cap évaporés sur le secteur, Tencent en premier lieu, et qu'à un moment, peut-être qu'à Pékin, on se dit attention, il faut prendre en considération également les interrogations des investisseurs et les doutes des investisseurs. Dans la balance, c'est aussi quelque chose peut-être qui pèse Espérons un petit peu peu plus aujourd'hui. Un point d'inflexion. Je veux dire, malheureusement, et vous le savez, je suis un éternel optimiste sur la Chine. J'essaierai généralement de voir le verre à moitié plein, mais force est de constater que depuis juillet dernier, où on a eu à peu près ces nouveaux espoirs, juillet a été caractérisé par une suractivité d'un point de vue diplomatique. Tous les CEO de Wall Street étaient partis en Chine visiter. On avait une intense activité diplomatique. Il y avait encore Kissinger qui était passé, il y avait Kerry, il y avait Yellen, il y avait Blinken. Enfin, tout le monde y était allé. On s'était dit, c'est reparti. Et pour le coup, on a eu San Francisco. Enfin, ils se sont vus aussi quand même. Voilà. Ici, par contre, vous, experts de communication dans la presse, avez-vous vu finalement, à l'issue de ce sommet de San Francisco, un beau communiqué actant les différents engagements et autres? C'est finalement passé relativement discrètement. On a remis un téléphone rouge. Pour des questions de défense au plus haut niveau des armées, on se parle à nouveau. Voilà, la finalisation de ce sommet a été relativement réalisée à minima, ce qui m'a quand même un petit peu surpris et fait qu'on reste évidemment prudent sur le sujet. Bon, Hervé, sur les enjeux chinois ou ce qu'on peut attendre de la Chine là en 24, tout le monde a été suffisamment déçu pour ne plus attendre grand-chose. Oui, je pense qu'il y a eu un optimisme excessif sur la Chine. En fait, ce qu'il faut comprendre, en politique intérieure, la politique l'emporte sur l'économique. Ça, il faut bien le comprendre. Et dans l'économique, les entreprises publiques sont le cheval, les entreprises privées sont là pour aider. Elles sont indispensables, mais elles sont là pour aider. Le tout dans un contexte où il ne faut pas que la croissance flanche. Donc il faut s'assurer qu'on ait un minimum de croissance. En fait, c'est la fameuse barre des 5% ou à peu près 5%. Mais il faut que l'intendance suive. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'économie, c'est l'intendance qui sert les ambitions politiques intérieures et extérieures de M. Xi. Voilà, ça je pense qu'il faut le comprendre. Alors après, on peut se dire, je vais réussir à gagner de l'argent, moi, investisseur occidental en Chine. Il va falloir être habile. Alors les gens se disent qu'ils le seront, à voir. Je pense que la trame, elle est là. Alors après, je pense qu'il y a une dimension de temps à prendre en compte. La Chine aujourd'hui
n'est ni économiquement, ni militairement à même de contester les États-Unis. Elle se prépare sans doute à pouvoir le faire peut-être un jour, mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, il faut à la fois avancer sur les ambitions politiques affirmées du président Xi, qui serait là pour longtemps. Il faut gérer la relation avec les États-Unis, parce que le moment de la confrontation, s'il doit venir, dans tous les cas, ce n'est pas aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut lire 2023 en la matière comme une année qui a plutôt été constructive en matière de relations. C'était tombé très bas avec le président Trump. Avec Biden, il a fallu un peu de temps pour que les choses s'améliorent. Mais finalement, on voit aujourd'hui qu'il s'agisse de militaires, qu'il s'agisse de finances, qu'il s'agisse d'économie, on se parle. Et donc il y a un dialogue qui est réapparu. C'est une excellente chose. Ça veut dire qu'au moins pour les quelques mois qui viennent, on n'aura pas, à mon avis, de montée de tension. Je pense que l'histoire de Taïwan, oui, la Chine va maintenir la pression. Oui, mais pas le 14 janvier, voilà. quoi. Oui. Il se passera quand même pas grand-chose. Mais voilà, la Chine, c'est un monde à part. Et quand on dit que la géopolitique est malmenée aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a un ensemble centré sur la Chine là-bas, on a notre ensemble centré sur les États-Unis. Ça va continuer à échanger, mais croire qu'il y a une convergence et que donc, dans une stratégie d'investissement, on considère la Chine comme on considère l'Union européenne, non. Oui, je crois que cette idée-là a quand même disparu ou s'est considérablement dissipée depuis quelques années et quelques mois encore. Bon, Julien, concrètement, comment on navigue dans les marchés pour ces prochains mois qui pourraient être compliqués, comme vous le disiez? Est-ce que le risque action en vaut quand même le coup? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus défensif, obligataire, cash encore? Alors, sur les obligations, il faut bien se souvenir qu'on est passé aux États-Unis, si on prend les taux longs, de 0 à 5, une fraction de un clignement d'œil. 18 mois. Moins 1, 3 sur le taux allemand, enfin sur la référence européenne. Cet événement était donc appartient au cycle de l'inflation, était donc pour moi prévisible. Et pour cette raison, et aussi parce que je pense qu'acheter des taux à 0%, ça ne fait pas de sens, j'ai été quand même à l'écart du marché obligataire pendant des années. Ouais. Et quand, à peu près à 3,5 aux États-Unis, on est arrivé sur le seuil de 3,5, j'ai commencé à reproposer un petit peu, tout doucement. Mais plutôt parce que les gens veulent avoir des obligations. C'est ce côté rassurant, stabilisateur, etc. Alors, ça a un effet stabilisateur dans un portefeuille. Mais il ne faut pas non plus qu'on passe de 0 à 5 et à 10. Enfin, pour rester dans des bornes. Ouais. Et là, notamment, le passage 4,5-5 a été particulièrement problématique. Ça a créé des tensions. Et à mon avis, c'est l'origine, comme je disais tout à l'heure, c'est à mon avis l'origine principale du mouvement de hausse qu'on a eu sur les marchés. En fin d'année, novembre-décembre. Voilà, en fin d'année. Ça a commencé pile quand le taux 10 ans a tapé les 5%. Ouais. Et là, depuis 3,5, je pense qu'on peut en avoir. Et je pense toujours qu'on peut avoir des obligations en portefeuille. D'accord. Donc, je ne change pas d'avis. Il y a juste que je préfère dire aux gens, ça apportera un peu de stabilisation, c'est vrai. Mais ça risque de perdre à peu près autant en valeur que ça gagnera en taux. Assez régulièrement. Ouais. Donc, n'attendez pas non plus monts et merveilles d'un investissement obligataire. Voilà. Mais quand on a, par exemple, on gère des profils de risque, bien sûr. Quand on a des profils qui sont prudents, défensifs ou modérés, on est obligé de tenir compte de ça. Et si on parle que de cash, on ne répond pas aux attentes parce que les obligations ont toujours un sens. Donc, les obligations, oui, dans une proportion la plus mesurée possible, en se disant qu'on ne va rien gagner dessus pendant longtemps, sauf pendant 3 mois, on va gagner. Oui, je comprends. On ne gagnera rien là-dessus. Ouais. Et sur les marchés d'actions, même raisonnement que depuis l'automne 2022, la période actuelle, donc 2022, point bas de cycle, 3 ans plus tôt, 2019, 2018-2019, 3 ans plus tôt, 2015, ensuite 2011, ensuite 2008, et je peux remonter, etc. Donc, on connaît ce cycle, il fonctionne relativement bien depuis 150 ans, autant l'exploiter. Sauf que la particularité du cycle qui a commencé en 2022, c'est qu'il est à la fin, alors cette fois-ci, il y a un autre cycle d'environ 10-11 ans, qui s'appelle le cycle de Juglar, qui, lui, la fin de ce cycle-là est très faible. Donc, 2022 jusqu'en 2025, une amélioration
relative de l'économie. Je dis bien pas une expansion forte, une amélioration relative de l'économie qui permet normalement de laisser les entreprises faire leurs bénéfices. Et donc le marché action a une voie, à mon avis, dégagée encore. Donc oui, toujours détenir des actions. D'accord. Rester en position. Simplement qu'on ne va pas gagner globalement, donc peu sur les obligations, voire pas. Et sur les actions, ce sera modeste. Plus modéré. Modéré, sinon modeste. Sinon modeste. En une minute, le tour d'horizon. Oui, non, certainement. Logique Je souscris à ce que vient de dire Vincent. Julien. Je pense qu'il faut toujours être en action. Je serais plutôt en action américaine. Je serais plutôt en large cap qu'en small cap. Quelque part, le mouvement de marché nous donne un petit peu raison. Pas envie d'être contrariant sur l'idée de quitter un peu le Nasdaq pour aller acheter le Russell 2000. Pour l'instant, en tout cas, elle nous offre la croissance et corrigée par la trajectoire bénéficiaire. Ce sont les valeurs qui sont finalement pas si chères que ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de risque, en tout cas de durcissement de la régulation, on est à l'aise avec les large cap américaines et avec la tech notamment. Peut-être contrariant, où c'est plus depuis 2023, mais en tout cas, le marché est moins valorisé. Le Japon a été finalement ce beau marché asiatique qu'on a redécouvert l'an passé, qui reste également bien soutenu. Donc là, c'est également quelque chose qu'on aime bien. Là, cette allocation est un jeu à somme zéro, donc plus d'actions, c'est forcément pour l'instant un petit peu moins d'obligations. Je souscris à ce que vient d'évoquer Julien. On a été également, nous, très, très optimistes sur la duration au début, pas trop tôt, et on le demeure à un stade de mesure, mais là, on s'attend quand même à ce que tactiquement, les taux puissent continuer un peu à remonter, peut-être toucher le 4,5 et revenir à ce moment-là là-dessus. Donc voilà, une année où en effet, plutôt des belles perspectives pour les marchés d'actions. Alors si on doit reprendre des cycles longs, les marchés ont signé plus de 20% de performance l'an passé. Et historiquement, alors ça s'est passé, l'année qui suit est toujours positive pour ce que ça vaut. Mais en tout cas, je pense qu'économiquement, ça justifie. Il faut évidemment modérer nos attentes, mais voilà, des larges caps de qualité aux US, au Japon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. On suivra avec intérêt la 3e séance de l'année demain, après une 2e séance négative. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel autour des modèles de notation ESG. Et c'est Patrick Pensier, responsable Data Digital Innovation de LBPM, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le fait que le responsable Data Digital Innovation de LBPM soit invité pour parler de ce sujet montre l'importance aujourd'hui derrière la donnée, le traitement de la donnée et la nécessité de construire ce qu'on appelle un modèle propriétaire de scoring ou de notation extra-financière quand on est un asset manager de premier plan comme l'est LBPM aujourd'hui, Patrick. Pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que vous faites? Mais pourquoi est-ce que c'est important, alors que l'extra-financier prend de plus en plus d'importance, d'avoir un modèle de notation propriétaire? Oui, c'est très important pour nous. Donc l'ISR fait partie de nos gènes. Et donc ça devait répondre à deux thématiques. Moi, la première, c'est pratique responsable d'une entreprise et la durabilité de leur modèle. Et ça a été aussi drivé par la décision en 2018 du 100% ISR, donc que tous nos fonds finalement soient 100% ISR. Et pour faire ça, il faut... derrière un objectif, il faut des moyens. Il faut mesurer, il faut pouvoir les mesurer. Donc pour les mesurer, on a décidé de créer un modèle quantitatif. Donc un modèle quantitatif, c'est quoi? C'est à l'opposé des modèles, on va dire, plutôt traditionnels qui vont, on va dire... qualitativement analyser une entreprise, là, l'idée, c'est de le faire avec des métriques objectives et de pouvoir scorer, du coup, un nombre de sociétés très important. Ouais. Voilà, donc ça, c'est... Et donc, qui dit industrialisation, dit outillage performant. Bien sûr. L'enjeu de la mise à l'échelle, on va en parler, mais dès le départ, donc ça fait 4-5 ans que vous avez développé ce modèle qui s'appelle GREAT. Vous allez me dire ce que veut dire GREAT, Patrick. Mais dès le départ, quand une société de gestion comme la vôtre se dit on va être 100% ISR, dès le départ, il y a l'idée qu'il va falloir s'affranchir de ce que le marché peut proposer comme type de notation extra-financière, que ces notations-là ne seront pas suffisantes pour faire un vrai travail d'investisseur responsable. Oui, effectivement, parce que pour ne pas avoir de biais par rapport à, on va dire, des providers. Alors nous, on utilise des providers, effectivement, du marché, mais on n'utilise pas leur notation. On va utiliser plutôt les indicateurs atomiques. D'accord. C'est vraiment la granularité la plus fine, et on va composer nous-mêmes notre note.
Le modèle grade, c'est les piliers de l'ESG. Donc, nous, c'est 4 piliers, parce que on a choisi d'intégrer le pilier territoire, mais on a les mêmes piliers. Donc, le G, gouvernance, le R, c'est les ressources, donc plutôt un volet social, le E pour l'environnement. Et on va du coup, notre modèle quantitatif que notre recherche a mis au point, c'est 13 critères principaux qui vont nourrir ces 4 piliers. Et ces 13 critères finalement principaux, eux-mêmes sont nourris par une centaine d'indicateurs atomiques. Donc là, on va parler... C'est quoi indicateur atomique? Indicateur atomique, c'est le niveau le plus fin. Ça va être, par exemple, on va dire la rémunération d'un board d'une entreprise. Donc là, c'est sur la partie gouvernance. Ça peut être les émissions carbone sur la partie environnement, la discrimination homme-femme dans une entreprise plutôt volet social, ressources humaines. Donc c'est des indicateurs vraiment les plus fins qu'on va intégrés dans notre modèle et qui vont, on va dire, avec un algorithme, des pondérations, etc., conduire à finalement noter une entreprise de manière automatisée. Donc, et ça, on va dire, ces indicateurs, ils sont rafraîchis, sont mis à jour, on va dire, régulièrement, et la note, du coup, va évoluer en fonction. Qu'est-ce que ça change quand il y a, 10 ans, les pionniers ou 15 ans, les pionniers de l'ESG s'amusaient à noter les grandes capitalisations boursières et le monde d'aujourd'hui où c'est pas quelques dizaines ou quelques centaines de sociétés qu'il faut scorer, qu'il faut noter, c'est peut-être des milliers de sociétés ou de valeurs à travers la planète. Et je parle même pas des fonds, c'est-à-dire les fonds des sociétés de gestion qui comportent plusieurs dizaines de lignes, voire plus parfois, sont aussi soumis à ces notations extra-financières. Oui, exactement. C'est effectivement, là, on a une avalanche de données maintenant à traiter. Alors effectivement, on peut plus faire ça sur Excel. Ça a été longtemps l'outil des analystes ESG, mais c'est vrai que maintenant, intégrer un fichier d'un grand provider, c'est plusieurs millions de lignes, c'est plusieurs milliers de colonnes, donc d'indicateurs atomiques. Donc, impossible de traiter ça sur Excel. Donc, c'est là que nous, on a réfléchi, finalement, dans cette industrialisation pour proposer quelque chose qui va scorer. Alors, nous, on parle plutôt de milliers, dizaines de milliers d'émetteurs pour couvrir finalement notre population d'émetteurs qui vont composer les fonds et l'univers aussi investissable, tout ce qu'on peut, donc benchmark, etc. Donc, il faut aller plus loin. Et c'est vrai que, on va dire que là, je parlais d'Excel, on va dire qu'il y a des outils, très connus, des bases de données, SQL, etc., qui composent l'outillage d'une DSI. Ça, c'est pas non plus satisfaisant parce qu'on va intégrer une source et la particularité des données extra-financières par rapport à ce que nous, on a connu en données financières, c'est que c'est pas des données tout le temps numériques. C'est du texte. C'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre. C'est pas non plus. Alors, c'est aussi des indicateurs qui vont couvrir une entreprise, pas l'autre. Donc, avec des trous. Il va y avoir des sociétés qui ne sont pas notées. Il va y avoir aussi des nouveaux champs tous les mois ou des champs qui vont disparaître, qui vont fusionner avec d'autres. Et donc, on ne peut pas avoir un modèle prédictif dans une base de données relationnelle telle qu'on l'a connue par le passé. Et nous, ça nous a conduit finalement à réfléchir un peu différemment et à nous intéresser finalement aux plateformes data. Donc, nous, on appelle ça plateforme data complexe parce qu'on ne travaille pas sur de la big data, pas sur des données super volumineuses, on ne parle pas de milliards de lignes, etc. Mais on parle d'un nombre quand même conséquent d'informations, mais informations complexes. La complexité du texte, de pouvoir interpréter du texte, etc. Et ça, c'est finalement... ces technos-là qu'il va falloir employer pour finalement passer à l'échelle sur ce type de modèle. Quels enseignements vous tirez du modèle qui tourne là depuis quelques années maintenant, Patrick, notamment par rapport aux providers de marché? C'est-à-dire, est-ce que votre modèle arrive à des analyses différentes, très différentes, complètement différentes de ce que peut suggérer la notation ESG d'un provider lambda? Effectivement, c'est, on va dire, notre modèle, donc on le fine-tune depuis des années. Donc on voit que par rapport à des providers, voire des notes de concurrents, on n'est pas tous alignés parce que déjà le provider lui aussi va peut-être faire des analyses qualitatives, donc pouvoir sortir une note. Mais alors souvent les providers sont aussi teintés
teinté E, teinté G, teinté S, donc ils vont avoir un petit biais aussi sur ces piliers-là. Les analyses qualitatives, pareil, c'est une analyse où on va aller chercher alors, dans la macroéconomie, dans des sites corporels, dans des rapports, etc., de l'information. Bon, voilà, effectivement, c'est de l'interprétation. Donc, on va dire que c'est aussi l'analyse ISR qui va donner un petit peu de couleur à sa note. Tandis que nous, l'idée, c'est justement d'enlever toute coloration. Objectiver au maximum. Objectiver au maximum. C'est ça l'idée. Donc, le moteur doit tourner sur la population la plus grande possible. Parce que nous, on gère quand même 70 milliards avec la financière Bien sûr. qui fait partie du groupe maintenant. Donc il faut qu'on ait une couverture assez grande d'émetteurs pour pouvoir scorer tous nos fonds. En plus, c'est des fonds actions principalement, mais on a des fonds diversifiés, on a des fonds smart beta. Donc on a vraiment, beaucoup d'émetteurs différents qui ont finalement, parfois les indicateurs vont pas refléter exactement, la même chose sur tous les émetteurs. Et donc on est obligé de faire un travail aussi de qualification de ces fameux indicateurs atomiques pour savoir lesquels vont être les plus pertinents sur une population la plus grande possible. Et ça c'est une des difficultés justement de faire soi-même ce type de modèle. Quand on investit autant dans un modèle de temps, d'argent, j'imagine, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, Patrick, quelle est l'ambition industrielle ? L'idée, c'est un outil développé avant tout pour les gérants de la Banque Postale Asset Management, Tocqueville, la financière, etc., tout l'univers LBPAM, ou est-ce que c'est un modèle qui, à un moment, a vocation à être un modèle, je ne sais pas, un modèle de place, pourquoi pas, ou en tout cas une référence de place par rapport à des providers installés. Je le dis moi parce que vous pouvez pas le dire, mais qui nourrissent une certaine défiance quand même. Il y a eu des controverses, alors ESG, mais au sujet des notations ESG elles-mêmes telles qu'elles sont fournies par les providers historiques. Oui, tout à fait ça. Alors ça serait une récompense très mais ça fait partie de l'ambition ultime. Ce qu'on a en tête. Ouais. Après, aujourd'hui, vraiment concrètement, on l'utilise nous pour notre gestion, donc pour gérer nos portefeuilles. Alors pour donner, on va dire, une dimension, je parlais de plusieurs milliers d'émetteurs, plusieurs milliers aussi d'indicateurs, parce qu'on a 3000 indicateurs en base aujourd'hui. Ouais. Tous ne font pas partie du modèle, mais l'ISR, c'est pas qu'une note, c'est aussi parfois des indicateurs sur des thématiques particulières comme la biodiversité, droits humains. Ça peut être aussi des indicateurs d'impact, ça peut être du risque climat. Donc on décline, on construit beaucoup de choses, et ça principalement pour notre usage, on va dire, pour avoir un outil de gestion, on va dire, outil de gestion ISR. Ouais. Donc là, ça c'est notre... Très clair. Ça c'est le socle. Ça, c'est le socle, c'est ce qu'on développe. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'assez performant. Ensuite, nous, ce qu'on aimerait, alors c'est ce qu'on développe aujourd'hui avec des partenariats avec des fintechs. Je fais un petit clin d'œil au Trophée de l'innovation qui nous sert justement à sourcer des entreprises qui pourraient nous aider pour notre modèle, pour contribuer à l'ISR. Et c'est vrai que partenariat fintech, nous, on a un partenariat avec une fintech qui nous permet justement d'exposer un premier outil, donc entre guillemets modeste, qui permet déjà pour nos clients de scorer leurs investissements. Alors ça peut être les investissements chez nous, donc chez LBPAM, donc ils vont retrouver tous leurs fonds, mais ils vont retrouver aussi les fonds de la concurrence, parce qu'en fait ils peuvent sourcer cette plateforme avec toute leur matrice TPT, donc c'est l'inventaire de leurs fonds pour ceux qui parlent pas TPT couramment. Qui parlent pas le jargon. Exactement. Oui, d'accord. Et du coup ça leur donne... Donc vos grands clients institutionnels ont accès à ce modèle et peuvent l'utiliser sur d'autres fonds que ceux de LBPAM. Du moment qu'on couvre les sous-jacents, bien sûr, on sort une note. Et c'est vrai que quand on a intégré la financière de l'échiquier, on a pu vérifier notre note great sur des fonds la financière de l'échiquier on va dire en 2 heures, on avait mis en place sur cette plateforme fintech la possibilité de le faire. Après, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est aller plus loin, c'est d'offrir d'autres fonctionnalités, vraiment presque entre guillemets un outil de simulation ISR sur ce type de plateforme. Ce qu'on ambitionne aussi, j'allais dire, c'est de pouvoir aussi fabriquer des scorings personnalisés, donc des scorings finalement où le client pourrait... Sur mesure, en fonction des oui, c'est ça. De son intérêt sur un des piliers, par exemple, on va dire. Donc de pouvoir faire ça. Et ça, il n'y a qu'en ayant une plateforme industrielle qu'on peut se permettre ce type de choses.
Le modèle a été récompensé, hein, pour conclure, c'est ça? Oui, alors le modèle a été récompensé Ah, ouais. par le magazine Innovation Finance, si Ouais. je peux le citer. Ouais. C'est le prix de l'innovation digitale. Donc on était très contents parce qu'effectivement, c'est la consécration de. C'est une nouvelle catégorie de prix qui est en train d'émerger. On récompense les modèles de notation. Exactement. Et maintenant, c'est que le digital aide beaucoup. Et Ah, donc, oui. on était très fiers de ce prix. Merci beaucoup, Patrick. Merci de nous avoir plongé dans les coulisses de ces modèles de scoring ESG, comme on dit, de notation ESG. Ce modèle propriétaire s'appelle Great chez LBPM. Vous êtes le responsable Data Digital Innovation de LBPM. Patrick Mancier, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.